Les copains, Romain Bardet et Maillot Jaune, bienvenue dans cette première émission roue libre, première quotidienne de ce Tour de France sur la chaîne Twitch et YouTube de First Team 101 sur Twitch, FT Sport sur YouTube. Vous nous retrouvez du coup sur toutes vos plateformes préférées. C'est le début de ce Tour de France, c'est le début donc de ce dispositif. On se retrouvera tous les soirs après les étapes à 19h, comme aujourd'hui. Et donc pour la première, pour peut-être une de nos plus belles émotions de ces dernières années en plus, on va parler de tout ça évidemment. Je suis avec Paul Harrer. Polo, comment ça va? Comment tu as vécu cette étape? Bah écoute, ça va très bien. Ce serait terrible de pas bien aller dans une journée comme ça. On est déjà surexcité par le commencement, le début du Tour de France. Et en plus, on nous gratifie d'une étape qui rentre déjà dans la légende de par son vainqueur et de par la manière dont il l'a gagné. Donc forcément, là, c'est que du kiff. On est encore sur, personnellement en tout cas, je pense que toi c'est pareil. Je suis vraiment encore sur un petit nuage et j'espère que ce nuage va durer pendant les 3 semaines de ce Tour de France. En tout cas, ça l'a parfaitement lancé. On rêve que de ça, évidemment. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas Joseph ce soir. La plupart des émissions d'après-étape qu'on fait à 19h vont se dérouler comme ça. On sera deux d'entre nous à chaque fois parce que Joseph travaille beaucoup pendant ce mois de juillet. Donc déjà qu'il va être avec nous tous les matins normalement chez Winamax à 10h. Voilà, on le laisse un petit peu tranquille le soir et le plus souvent, ce sera sans doute Polo et moi. Donc on va revenir un peu sur cette folle journée et puis on va vous donner le programme qui sera un peu celui de chaque soir. D'abord, on va débriefer évidemment la victoire de Romain Bardet. Et plus que la victoire d'étape, c'est le maillot jaune. Le maillot jaune pour Bardet sur son dernier Tour de France, puisqu'il a annoncé il y a quelques jours qu'il prendrait sa retraite l'année prochaine après le Dauphiné. Donc ce Tour 2024 serait son dernier. Ensuite, on parlera des gros perdants de la journée et de ceux qui ont déjà beaucoup souffert. Alors certains, c'est pas très grave, c'est des sprinters comme Mark Cavendish. Pour d'autres, c'est un peu plus embêtant, notamment David Gaudu ou Kevin Vauquelin qui ont perdu une demi-heure aujourd'hui. On va évidemment en parler et notamment de David Gaudu, bien évidemment. Et puis on terminera avec la preview de demain. Alors si vous avez des petites idées de titres, hein, parce que pour l'instant ça s'appelle le débrief, le débat, la preview. Si vous avez des petites idées de noms de séquences, moi je suis preneur. Peut-être que comme ça pour les jours d'après on aura des petits trucs sympas. Mais donc la preview pour terminer l'émission de l'étape de demain, on ira de Cesenatico à Bologne. Donc encore une fois, un hommage à Marco Pantani, puisqu'aujourd'hui on arrivait à Rimini, sa ville et la ville où il est mort. Demain, Cesenatico, c'est là où il est né, Cesena. C'est aussi là où il avait vécu un épisode particulier sur le Giro, une exclusion en 99. Voilà, donc on est dans ces premières étapes italiennes. Vous avez le programme et on va démarrer avec Romain Bardet. Déjà, dites-nous dans le chat comment vous avez vécu ça, cette cinquantaine de kilomètres, parce que Romain Bardet est parti loin. Mais avant de revenir, Polo, sur comment il a gagné, sur le scénario un peu de cette étape, qu'on n'a pas du tout vu venir, je veux vraiment évoquer avec toi le maillot jaune. On le voit en photo, là, tu l'as mis à l'image. C'est le truc que j'attendais pas du tout dans ce Tour de France. Pour moi, c'est tellement symbolique. Il a couru après toute sa carrière. Je trouve que c'est le maillot d'une vie. Il en a été super proche à des moments, notamment sur le Tour 2017. Moi, je me rappelle, j'ai couvert ce Tour pour le journal de l'équipe à l'époque et on était comme des fous parce qu'on pensait que Romain Bardet pouvait faire tomber Chris Froome. Il était par moment à une trentaine de secondes du maillot jaune, mais il l'a jamais eu. Et ni cette année-là, ni celle d'après, alors qu'il était le plus fort en montagne, il avait gagné à Péragude notamment, il n'y avait pas eu droit, et il va chercher ce maillot jaune aujourd'hui sur ce dernier Tour de France, sur la première étape. Honnêtement, je l'avais pas du tout vu venir, et lui, il explique même qu'il en avait fait le deuil de ce maillot jaune. C'était un peu le rêve d'une vie, mais il avait fait une croix dessus. Honnêtement, moi aussi, j'en avais fait le deuil pour lui. Je t'avoue que j'ai lâché une petite larme quand il a passé la Oh, ligne. J'ai un peu crié dans le sensible. dernier kilomètre. Et j'étais pas en train de pleurer à chaudes larmes, mais quand il a passé la ligne, je me suis dit ah putain, je suis vraiment content pour lui et j'avais ouais, les yeux un petit peu embués, un petit peu humides. Bah moi pareil. Alors j'étais tellement dans le jus pour préparer cette émission que l'émotion est passée un peu outre, un peu moins d'émotion que toi, j'imagine. Mais pour revenir à tout ce que tu as dit juste avant, tu as raison. Cette victoire de Romain Bardet, elle passe presque au second degré
par rapport à l'importance que ça a pour lui au travers de sa carrière et de son histoire de porter le maillot jaune, même si ce n'est que pour une journée, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure en parlant de l'étape 2, ce ne sera pas facile de le garder demain. La signification, la symbolique de ce maillot jaune pour Romain Bardet, elle est tout simplement extraordinaire. Lui qui a couru derrière pendant de longues années, que ce soit très proche comme en 2017 on parlait, ou en 2018, ou même d'un peu plus loin sur des années un peu avant ou après, c'est quelque chose qu'il a toujours chassé. On a toujours parlé de Romain Bardet, on l'a toujours associé avec les classements généraux et avec le Tour de France, avec des hauts comme ces très belles victoires d'étape et ces podiums, et des bas qui sont aussi également souvent arrivés pour le français. Donc cette image-là que j'ai montrée tout à l'heure et que je vais vous remontrer juste maintenant, bah non, je vous la montrais déjà en fait. Excusez-moi, c'est moi qui me c'est moi qui me trompe avec les raccourcis. Bah, elle est fantastique, elle est très lourde de sens. Moi, je mets cette image en termes d'émotion bien avant finalement cette victoire d'étape, parce que il en a déjà des victoires d'étape, notamment sur le Tour de France. Mais ce maillot jaune, comme tu l'as dit, Robin, il l'avait jamais eu et il courait après depuis plus de 10 ans. Donc c'est ça qui est Ouais, extraordinaire. c'est ça, c'est sa 4e victoire d'étape sur le Tour. Il avait gagné une étape en 2015, une en 2016, une en 2017. La dernière, c'était peut-être la plus symbolique à Péragude parce qu'il gagne vraiment à la pédale en étant le plus fort des favoris. Aujourd'hui, c'est un scénario qui n'a rien à voir. Sur une première étape du Tour, ouais, on a fait l'émission ce matin à Winamax, mais on n'a jamais parlé de Romain Bardet pour l'étape d'aujourd'hui. On a parlé de sprinter, on a parlé de puncher, on a parlé de Tadej Pogacar, évidemment, parce qu'il est capable de tout. Mais on ne s'est jamais dit que Romain Bardet allait claquer cette étape. Et je trouve ça vraiment très très beau pour un dernier tour de claquer ça comme ça. Là où en fait ça me ramène, ça m'a très vite ramené à Thibaut Pinot qui l'année dernière fait son dernier Tour de France, qui a quitté le Tour avec un bel hommage sur la 20e étape qui passait par chez lui, mais qui n'a pas eu droit ni à une victoire d'étape, qui n'a pas eu droit à un maillot jaune que lui n'a jamais porté durant sa carrière. Et je suis content que Romain Bardet lui signe son dernier Tour d'un tel exploit, parce que tous les deux méritaient de quitter le Tour par la grande porte. Romain Bardet, il a expliqué qu'il ne voulait pas d'un virage Bardet qui ferait, entre guillemets, édition bis du virage Pinot. Et finalement, c'était peut-être le meilleur moyen de s'offrir sa sortie à lui. On se rappellera, je pense, pour toujours de la sortie de Thibaut Pinot. Et je pense qu'on se rappellera aussi toujours de la sortie de Romain Bardet grâce à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, ça magnifie un petit peu son dernier tour. Et je pense qu'on pouvait vraiment pas rêver mieux, parce que même une victoire d'étape en costaud dans les Pyrénées ou dans les Alpes, pour moi, ça aurait été moins fort que ce qui s'est passé aujourd'hui, quoi. Ouais, alors après, je dis pas non, hein, une victoire de Romain Bardet dans les Il y avoir Alpes les deux. ou dans les Pyrénées, parce que ça reste quand même son terrain de prédilection. Mais si on connaît bien Romain Bardet, si vous le suivez depuis aussi longtemps que nous, vous savez que c'est un coureur de panache, et un coureur pas seulement de montagne et de course de 3 semaines, mais aussi un coureur qui est très amoureux des classiques. Et aujourd'hui, il a couru comme un coureur de classique, avec une stratégie parfaite, une attaque au meilleur moment, trop loin pour exciter les potentiels outsiders de cette étape, mais pas trop loin non plus pour pouvoir faire un effort conséquent et retrouver son coéquipier et aller jusqu'au bout pour aller chercher la victoire. Donc en ça, bah oui, aujourd'hui, évidemment que les Watts sont maîtres dans le peloton mondial, mais quand on a un peu d'intelligence de course, qu'on a bien préparé son Tour de France et qu'on l'a surtout préparé, comme il l'a dit à l'arrivée, avec sérénité et sans ce stress et cette pression du classement général ou de l'opinion publique, avec des Français qui l'ont déjà peut-être un peu oublié, en tout cas la masse des suiveurs du Tour de France, qui sont peut-être un peu moins suiveurs et experts que nous, qu'il avait déjà catégorisé au rang de pré-retraité. Et ben voilà, il s'est rappelé à tout le monde au bon souvenir, et le voir avec ce maillot jaune, encore une fois, c'est une vraie belle émotion. J'en reviens pas, moi. Je revois l'image là sur Twitter, la photo de Bardet tout sourire avec le maillot jaune. J'en reviens pas. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il porte un maillot de leader sur une course par étape. Alors, je sais qu'il avait gagné. Ah non, il a gagné le Tour de l'Ain. Il avait Il gagne le gagné Tour des Alpes aussi, le Tour des Alpes, voilà. il y a 2 ans. Et donc, bon, il va sans doute pas gagner ce Tour de France, mais est-ce que certains dans le chat ont l'info est-ce qu'il a déjà porté le maillot de leader sur une autre course par étape? Sur les deux qu'il a remporté, évidemment, oui. Mais j'ai plus je pense que c'est les seules fois en fait où il a eu ce maillot de leader. Et d'ailleurs, sur le Tour des Alpes, il me semble qu'il gagne le Tour des Alpes sur la dernière étape, et que donc il n'avait pas porté le maillot de leader en course. Donc, Ah ouais. à mon avis, demain,
certains peuvent sans doute nous confirmer, mais à mon avis, demain, c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il portera un maillot de leader en course. Et la première fois, c'était au Tour de l'Ain en 2013. Donc, ça remonte un petit peu. On parle du Tour de Burgos dans le chat aussi. Ah, bien joué, ok, Tour de Burgos. Alex Pasteur en a parlé pendant le live, à ce qui paraît. Donc, la troisième fois. Ce sera la troisième fois. Excuse-moi, Robert, tu me poses une question pendant que je bois. C'est pas professionnel, mais ça me donne envie de retrouver Joseph très rapidement. Parce que Attends, c'est News Cavalier. Ah oui. Non, mais Tony Cyclist dit Tour de l'Ain, Tour de Burgos, Tour des Alpes. Mais est-ce que Tour des Alpes, il le porte? Bon. C'est une question qui va rester en suspens. Si quelqu'un a l'info, parce que je vois que dans le chat, il y en a certains qui doutent aussi. En tout cas, on va revenir sur comment Romain Bardet a construit cette victoire, parce que c'est quand même un scénario de dingue. On avait noté ce matin dans la preview les ascensions de la fin d'étape, avec un enchaînement notamment de 3 ascensions assez rapprochées. Mais on disait, bon, il y a quand même 25 km de descente et de plaine après ça. C'est pas évident de s'isoler tout seul. Pour un petit groupe d'une dizaine de mecs, pourquoi pas. Pour un ou deux mecs, on était quand même vachement moins optimiste. Il attaque à 50 km de l'arrivée, dans la côte de San Leo, la dernière bosse en fait où il y a des pourcentages importants. Il a expliqué à l'arrivée qu'il savait qu'en gros c'était le dernier moment pour faire des différences. Il avait Frank Van Den Broek, son jeune coéquipier de 23 ans dont on m'a parlé, dans l'échappée où il y avait encore 4 coureurs. Et il a un peu hésité. Il disait bon, j'ai pas envie d'attaquer et de flinguer les chances de l'échapper si c'est mon coéquipier devant qui est le plus fort. Et à l'oreillette, on lui a dit en gros, non, vas-y, tu peux y aller. Il a donc attaqué 50 km de l'arrivée, il avait 1 minute de retard, il a bouché la minute de retard sur les échappés, et puis il s'est isolé ensuite avec Van Den Broek parce qu'ils étaient tout simplement les plus costauds. Ils ont fait craquer le coureur du NOX, ils ont fait craquer ensuite Valentin Madouas, même si je pense qu'ils n'auraient pas été contre emmener Madouas avec eux pour avoir un mec en plus qui roule. Lui non plus, il n'était pas contre Madouas, il l'a dit à l'arrivée, bon esprit, de bonne guerre, il a dit j'aurais bien aimé les suivre, c'est ce que j'ai dit à Romain, j'ai essayé mais je ne pouvais plus. Je pense qu'ils ont essayé de l'attendre tant que c'était possible, mais à un moment voilà, il fallait y aller. Et donc derrière ils ont enchaîné les bosses, ils ont quasi rien perdu, ils ont même creusé dans les bosses et ils ont commencé à perdre seulement après dans la descente et sur le plat. Et alors là, on a eu un boulot monstrueux de Frank Van Den Broek. Moi, je pense que Polo, faut qu'on lui fasse une statue. Et je pense qu'à la DSM et plus particulièrement du côté de Brioude pour Romain Bardet, on va lui faire une statue à Frank Van Den Broek qui a été extraordinaire. Dans un premier temps, déjà, dès qu'il a l'info, et on le voit parce que ça passe en live à ce moment-là, dès qu'il a l'info de l'attaque de Romain Bardet, il arrête de rouler et il se relève même aux côtés de Madouas et Abrahamsen qui laisse filer pour le récupérer le plus vite possible et le faire basculer pas trop loin des deux échappés. Et derrière, après, alors certes, il a un peu de mal en descente, mais comment en vouloir à un jeune coureur de ne pas avoir l'expérience et les trajectoires d'un des meilleurs descendeurs de la dernière décennie dans le peloton. Mais par contre, derrière, sur le plat, et notamment sur la fin, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ça a été relevé par tout le monde, notamment en live du côté d'Eurosport. J'imagine que sur France Télé, ça devait être la même chose. Mais il était plus fort que Romain Bardet sur le plat, pardon. Notamment sur les 10 derniers kilomètres. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Il a été impressionnant de dévotion, parce qu'à un moment tu peux te dire aussi je suis plus fort que lui, je vais arriver, je vais devoir lui laisser la victoire, ça me fait un peu chier, mais pas une seule seconde la question elle s'est posée. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est du tableau noir, vraiment c'est du tableau noir cette étape du côté de la DSM, et c'était un scénario que je n'avais absolument pas imaginé une seule seconde, tant ça me paraissait impossible qu'un scénario comme ça se déroule. Pour moi, le scénario de base, c'était l'échappée repris, contrôlé par 2-3 équipes de sprinters, on l'a vu, hein, les IF s'y sont mis, les Lidl Trek s'y sont mis. D'ailleurs, ils ont du sang sur les mains ce soir, toutes ces équipes-là. Jorgensen. Ah, j'en ai voulu à Julien Bernard quand il envoyait des relais derrière. Mais bon, lui c'est un dommage collatéral. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Je sais pas, et je pense qu'il le dira pas. En tout cas, il le dira peut-être quand il sera retraité, mais il le dira pas aujourd'hui. Est-ce que c'est possible qu'il sache, tu sais, que la situation devant s'est tendue? Est-ce que c'est possible qu'il roule parce que voilà, il est payé pour ça et il peut pas dire non, je roule pas parce que devant j'ai un copain. Mais est-ce que c'est possible qu'il fasse pas des relais à fond?
Moi, je pense que c'est impossible, surtout connaissant le professionnalisme de Julien Bernard, qui était venu d'ailleurs dans notre émission il y a quelques années. C'était très cool. Et qui est un garçon très très sympa. Il paraît, il paraît. Vous aviez fait la vidéo avec Joseph, je crois. Moi, j'étais pas là. Mais non, je pense qu'on se pose pas absolument pas la question. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont branlé Qu'est-ce qu'ils ont branlé les équipes de sprinters Encore une fois, on s'est posé la question l'an dernier sur la manière dont ça avait été géré pour Van Aert, l'étape gagnée par Victor Lafay. Là, ils mettent un peu à rouler, mais ils le mettent pas non plus beaucoup. Les IF, ils viennent, ils repartent, ils font attaquer Benili, ça marche pas, ils se relèvent, il revient en tête de peloton. Je comprends pas trop ce qu'ils font. Les Lidl Trek, pareil. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment dans ces cas-là tu te fais pas le all-in. Moi, Tu je les as pense qu'ils étaient apportés un peu sur le cramés, fil, les mecs tu veux aussi. jouer, tu veux jouer un peu plus malin. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox aussi. Premier sprint entre guillemets du Tour de France. Tu veux pas non plus, oui, comme tu dis, je pense qu'il y avait beaucoup de force laissée dans la bataille, mais la Visma Leaseback, elle était en ordre de bataille. Wout van Aert, il va régler le sprint. Moi, je suis Wout van Aert ce soir dans le bus pour la 3e année consécutive. J'ai encore la haine du scénario parce que si son équipe était dévouée à elle, je pense pas qu'on célèbre la victoire de Romain Bardet ce soir. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, Espérons mais en même temps, tu vas pas demander à Vingegaard de venir filer un relais, quoi. non, mais c'est pas Vingard qu'on demande. C'est à Tratnik, c'est à Jorgensen qui l'a fait. Je sais pas, c'est à Kelderman. Je sais pas. Je dis des mots comme ça. Je t'entends plus, Robin. T'as coupé ton micro, Robin. Robin, rallume ton micro. Je t'entends plus. Tu modules plus. Je te dirai quand tu reviens. Mais là, je t'entends plus du tout. Mais pour revenir sur ces sprints en attendant que Robin revienne, moi je comprends pas et comme je vous l'ai dit, c'est pas normal. Alors je lis le chat pour voir si c'est que Robin qui déconne ou si c'est moi aussi, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est que Robin pour l'instant. Attends, je regarde ce qui se passe, Robin. Ta ta ta. Non, je t'ai plus, hein. C'est ton micro qui déconne. Bref, excusez-moi. Dites-nous hein, dans le chat, vous ce ce que vous avez pensé de cette manière dont a été gérée la poursuite, parce que moi je me dis qu'à partir du moment où les Lidl Trek embrayent avec les IF, pour moi c'est réglé. Expliquez-moi les gars, comment c'est possible que le peloton n'arrive pas à revenir sur 2 échappés seuls qui ont déjà fait un effort de plus de 50 km pour Bardet. Genre, j'ai pas le chiffre exact d'échappée pour Van Den Broek. Comment tu peux expliquer le fait que. Est-ce que c'est revenu, Polo? Ah ouais, c'est revenu, mais attends, remets bien ton micro, ta bonne source micro, parce que là, je pense que tu es sur ton ordinateur. Mais en tout cas, on t'entend. Reparle un peu. Attends, je change. Vas-y, vas-y. Là, c'est bon, je pense. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, on Oh, t'entend quel bien. bordel. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Je sais pas, j'ai rien touché. Je comprends rien, moi, de tous ces trucs-là. Des fois, j'ai l'impression d'être un papy. Le boomer. Donc, non, ouais, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, Jorgensen, il roule. Jorgensen, il fait un énorme relais à la fin. Alors peut-être que c'est trop tard. Ça, on peut en discuter. Tratnik, je crois qu'il n'est pas dans le groupe. Kelderman, il s'est vautré en début d'étape et il est quand même venu rouler. Je l'ai beaucoup vu avec tous ces bandages-là. Alors attends, je veux juste regarder qui restait dans le groupe en fait pour les Visma. Et c'est vrai que c'est une bonne question qu'on peut se poser. Ils avaient pas beaucoup de monde. Hein. Ils avaient Kelderman qui a roulé. Ils avaient Jorgensen. Et ensuite, il y avait que Vingegaard et Van Aert. Tratnik finit à un quart d'heure. Benoît à 18 minutes. Lehmann à 18 minutes aussi. Et Laporte à 29 minutes. Donc en fait, il n'y avait plus beaucoup de matériel chez Visma. Peut-être que Jorgensen peut commencer à rouler un peu plus tôt. Ça se tient, mais d'un côté, Jorgensen, encore une fois, est-ce que c'est à lui, potentiel outsider du Tour de France, meilleur allié de Vingegaard en montagne? Et c'est pour ça qu'ils ont rechigné à l'utiliser, je pense. Je peux l'entendre. Pour le coup, je peux l'entendre. Mais j'ai du mal à comprendre ce qu'on fait un peu la Lidl Trek, qui avait encore du matos, et les IF aussi, qui eux, pour le coup, je trouve, ont assumé leur responsabilité, mais de manière un peu bizarre. Je pense qu'à un moment, ils ont voulu un peu jouer avec leurs adversaires, un petit mind game psychologique. Bah, ils ont perdu, tant pis pour eux. Je pense que ce qui s'est passé chez Lidl, à mon avis, on a beaucoup fait rouler Bernard et Verona. On a fait rouler un petit peu Ciccone, mais pas énorme. Je pense qu'en fait, il restait, en plus de Pedersen, il restait Skuins et Ciccone. Je pense qu'en fait, on voulait garder des mecs pour lui emmener le sprint. Et on s'est dit, on sacrifie 2 coéquipiers, comme faisait Visma, comme faisait une troisième équipe que j'ai oublié qui c'était, qui faisait Ineos. Non, c'était pas Ineos. Il y avait une troisième équipe, IF. IF, ouais.
Et je pense qu'on s'est dit, on garde un mec ou deux pour emmener le sprint pour Pedersen. Bon, bah finalement, c'était clairement pas le bon choix. Et ça a pas payé du tout. Mais moi, évidemment qu'ils vont avoir des regrets dans le peloton parce qu'ils finissent à 4 secondes, voilà, à 10. Mais je pense qu'ils pouvaient pas faire beaucoup mieux, honnêtement. Ah bon? C'est quand même un peloton de 50 coureurs qui arrivent. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que tout le monde était au taquet, tu vois. De 50 coureurs qui revient à 35 secondes à 13 km de l'arrivée. Hein. Allez, j'exagère. 40-45 secondes à 13 km de l'arrivée. Ouais. Bah Enfin, ouais, à une minute. Évidemment que face à eux, on a deux coureurs dont l'entente était parfaite. Mais souviens-toi de ces grandes lignes droites là, à 5, 4, 3 km de l'arrivée. Des lignes droites où ils les voient et tout. Dans aucun monde, ça doit arriver. Pour moi, évidemment que ça manquait peut-être de main-d'œuvre, mais ça reste pour moi une faute professionnelle de la part de ces équipes qui jouaient la victoire d'étape. Pour Bettiol, pour Pedersen et pour Van Aert. Après, contrairement, et on l'a expliqué pour la Visma Leatherback, qui elle a d'autres objectifs sur ce tour, le Lidl Trek, je trouve ça vilain, tu vois, je trouve ça un peu vilain la manière. IF, je suis pas sûr qu'au sprint, même s'ils avaient de belles armes, je suis pas sûr qu'ils auraient pu rivaliser. D'ailleurs, on les a pas vus dans le top 5. Enfin voilà, écoute, en fait, je pense que ça reste une je pense que le moment où peut-être ça merde un petit peu, c'est qu'il laisse trop d'avance à Bardet. Et ça voulait dire qu'il fallait peut-être se mettre à rouler un peu plus tôt, donc dans les bosses. Mais je pense que s'ils se mettent à rouler dans les bosses, ils font péter Pedersen en fait. Ça revient un peu bloqué. Ça revient à ce que tu disais sur le cramage des forces. Est-ce qu'à 50, 40, 30 km, tu as envie de cramer tes lieutenants principaux, parce que c'est quand même de la montagne. Donc, est-ce que tu as envie de cramer ton Jorgensen? Est-ce que tu as envie de cramer ton, je sais pas, la Lidl avait déjà perdu beaucoup de monde. Mais la Lidl, surtout, ils doivent faire en sorte que Pedersen passe les bosses. Donc, ils peuvent pas mettre un gros rythme dans les bosses parce que sinon, ils font sauter leur sprinter. Exactement. Donc, l'équation, en vrai, quand on y pense, a été plus insoluble que ce que je pensais. Mais quand même, à partir du moment où tu passes la dernière difficulté, que tu es en ordre de bataille, que tu vois qu'il y a déjà une équipe qui a pris les devants pour assumer la poursuite, bah, mais vas-y à fond. Une victoire d'étape sur le Tour de France, un maillot jaune à aller chercher, et tu es là, tu joues, t'hésites à mettre un mec en plus, un mec en moins. Je comprends pas. Écoute, tant pis, hein, mais je vais te dire pour eux, et je vais dire c'est pas pour nous. C'est une très très bonne nouvelle. Bien sûr. C'est une très très bonne nouvelle pour nous. C'est une très très bonne nouvelle pour Romain Bardet. Et il faut dire aussi que Van den Broek et Bardet, mais Van den Broek surtout m'a fait halluciner. Il passait des relais, mais j'ai l'impression qu'il allait tirer Bardet jusqu'au bout du monde. Et on a eu des yo-yo, un ascenseur émotionnel dingue. Moi, quand on discutait sur WhatsApp pendant l'étape, à 30 km, je disais, c'est bon, c'est gagné pour Bardet. Il y avait 2 minutes d'écart. Je me disais, ils reprendront jamais 2 minutes. Il n'y a pas assez de mecs dans le peloton. Même si ça s'organise, ils sont pas très nombreux. En plus, il y a de la descente. Ça va être galère. Finalement, ils reviennent, comme tu disais tout à l'heure, on passe sous la minute à 12 ou 13 km de l'arrivée. Je me dis, c'est bon, c'est foutu. Ils ont réussi à mettre en route et ils ont réussi à faire le boulot. Et après, on reste à 35 secondes, mais pendant. Il y a eu le bug de GPS, mais au-delà du bug de GPS, on reste vraiment à 35 secondes pendant 2 ou 3 bornes, de 8 km à 5 km. Et quand on passe les 5 km et qu'on est toujours à 36-37 secondes, je reprends espoir en fait à ce moment-là. Et quand le GPS tombe à 25 secondes ou à 20 secondes, à 2 km 5, 3 km, je me dis putain, ils vont se faire reprendre dans le dernier kilomètre. Je perds de nouveau espoir. Et quand on arrive à la flamme rouge et que je vois qu'il reste genre 15 ou 16 secondes, je reprends encore une nouvelle fois espoir. Il y a Jalabert qui dit c'est bon, ça va le faire. Et dans la dernière ligne droite, vraiment après le dernier virage, là, le virage en épingle, tu te rends compte qu'en fait c'est bon, il y a un peu de marge et qu'il va pouvoir aller la claquer. C'était en termes d'émotion, c'était exceptionnel. Je pense que c'est encore mieux d'avoir ça que d'avoir une étape où il y a 2 minutes d'avance et où tout est tranquille dans les 10 derniers kilomètres. Donc tant mieux. Et maintenant la question, Polo, c'est jusqu'à quand Romain Bardet va garder ce maillot jaune? Jusqu'à demain. Voilà. Tu casses l'ambiance comme ça. Robin. Souviens-toi ce que je t'ai dit en preview. Qui sera le premier Français au classement général de ce Tour de France? J'avais dit Romain Bardet et tu t'étais moqué de moi. J'ai dit Romain Bardet a le maillot jaune. Non, je me suis pas moqué de toi, c'est pas vrai. Tu t'es moqué. J'ai pas dit le même pronostic, mais je me suis pas moqué. Le fait est que maintenant, c'est terrible et j'écoutais les RP en parler sur le plateau avec les Boitrel. Romain Bardet, il veut se défaire, notamment sur ce Tour de France,
de cette étiquette du classement général, mais comment ne pas avoir envie maintenant de le voir s'accrocher. Évidemment que c'est ce qu'il va faire demain, et j'espère le voir aussi le faire sur l'étape 4 dans les Alpes, parce que ça peut lui donner un nouvel allant. J'espère le voir garder son maillot demain, peut-être, et s'il ne le garde pas demain, être pas très loin, essayer de faire une belle étape dans les Alpes aux côtés des meilleurs grimpeurs du monde. Après, on tirera les conclusions après ce premier passage dans les hautes altitudes. Mais là, on va retrouver, à partir de demain, je pense, le Romain Bardet qu'on a toujours connu, qui va être placé, toujours très bien placé, à l'affût pour le moindre col, la moindre possibilité, le moindre écart, de ne jamais lâcher les roues des outsiders principaux de ce Tour de France. Mais par contre, encore une fois, on ne fait que de le répéter depuis une semaine sur tous les plateaux sur lesquels on se croise, Robin. Demain, sur beaucoup de plateaux. On se croise sur beaucoup de plateaux. Robin, demain, il y a un mec qui va accélérer, c'est Tadej Pogacar, et derrière, il n'y aura personne. Il y aura Vingegaard, je l'espère. Il y aura peut-être Adam Yates, il y aura peut-être un Victor Lafay qu'on n'attendait pas. Et voilà, ils seront 5-6, et ça va faire un peu comme la première étape du Tour de France de l'an passé. C'est comme ça que j'imagine le scénario, mais on en parlera tout à l'heure. Et dans ce scénario-là, j'imagine pas Romain Bardet être avec eux, hélas, parce qu'il est moins fort, tout simplement. Mais j'espère me tromper. Il n'y aura pas vraiment Victor Lafay, puisqu'il n'est pas sur le Tour, mais j'ai compris l'idée. Oui, j'ai dit un Victor Lafay, par exemple. J'ai un peu le même avis que toi, malheureusement. Au début, je me suis dit, il va garder le maillot jusqu'au Galibier, 4e étape, où ce sera la vraie bagarre des favoris. Demain, j'ai un mini espoir. C'est vrai que j'ai zappé des Remco et Roglic, on me reprend dans le chat. Je suis tellement obnubilé par les duels UAE, Visma, Jumbo qu'on a eu ces dernières années, que j'en oublie que maintenant, on a quand même et Remco et Roglic qui, pour ce genre d'arrivée demain, notamment Roglic, qui la côte de San Luca l'a démoli plusieurs fois. Je pense qu'il faudra quand même compter avec eux demain. Mais oui, demain, pour moi, ça dépend un peu de Tadej Pogacar. On en parlera après dans la preview, mais moi, ma théorie, c'était que quand tu doubles le Giro Tour, tu peux avoir des premières étapes un poil compliquées sur le Tour. Ça s'était vu avec Contador, ça s'était vu avec Froome. Et donc, je me dis depuis le début, certes, Tadej Pogacar a ce tempérament d'attaquer tout le temps, mais pas complètement impossible que sur les premières étapes, il se fasse un peu discret pour pas trop prendre de risques et puis attendre 3-4 jours, notamment l'étape du Galibier, avant de lâcher les chevaux. Donc si demain Tadej Pogacar reste tranquille, pourquoi pas pour Romain Bardet passer une journée plus simple que prévu et garder ce maillot jaune. On rappelle au classement, il a, grâce à la bonif d'aujourd'hui, 11 secondes d'avance sur Wout van Aert, 15 sur Tadej Pogacar, et le deuxième du classement général, c'est évidemment son coéquipier Frank Van Den Broek, 23 ans, première saison pro, le néerlandais. Mais bon, demain, c'est pas lui qui devrait être une menace pour prendre le maillot jaune à Romain Bardet. Je pense qu'on a fait le tour sur Bardet. Ah si, un dernier truc que je voulais dire. T'as vu quand même, parce que tu parles du général de Romain Bardet, t'as vu son interview à France Télévisions où il dit, et puis il l'a dit aussi à Eurosport, que le fait de s'être détaché complètement du classement général, ça l'a libéré d'un poids vraiment, de ne plus avoir cette pression quand il arrive sur le Tour de France, qu'on lui parle que du classement général, même si ça fait quand même quelques années qu'il venait plus pour la victoire. Voilà, il explique clairement qu'aujourd'hui c'était du quitte ou double, qu'il était prêt à perdre 20 minutes s'il fallait, mais qu'il voulait courir à l'instinct. Et il dit voilà, quand je suis mon instinct quand même dans le vélo, dans ma carrière, ça a souvent bien fonctionné. Donc moi je pense qu'on va avoir un Bardet qui va vite lâcher le général et qui va essayer d'aller en claquer une deuxième. Oui, de toute façon, je pense que naturellement, qu'il le lâche, qu'il se relève au pied d'un col ou qu'il essaie de s'accrocher et qu'il prenne un tir, je pense que là, on ne sera pas trop loin de la même finalité. Romain Bardet va sauter au bout d'un moment. J'espère que ce ne sera pas demain. J'espère qu'il pourra tenir un peu jusqu'à valoir la semaine prochaine. L'étape 4, je ne sais plus exactement quel jour. C'est quoi? C'est lundi? Mardi? Non, c'est mardi. L'étape Valoir, c'est mardi. Ouais, ouais, c'est mardi, jusqu'à mardi. Mais quoi qu'il arrive, il va perdre du temps. Et à partir du moment où il perdra du temps, et ben, il va se relever. Mais c'est fou parce que oui, il veut se détacher du classement général. Et dès la première étape du Tour de France, où il se dit enfin qu'il arrive sans pression et qu'il va pouvoir la jouer cool, il l'a dit, hein, cette équipe DSM est arrivée sans pression autour de Romain Bardet, et ben, il chope le maillot jaune. Quand tu chopes le maillot jaune, tu vas être obligé de défendre ton maillot jaune. Et puis quand tu vas le perdre, bah, tu vas défendre ton top 3. Et puis après, tu vas défendre ton top 5. Et puis après, ton top 10. C'est presque naturel. Et en plus, Romain Bardet, c'est quelque chose qu'il a fait toute sa vie. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, il va réussir à faire le split mental
pour se dire arrête tes conneries, des top 10 t'en as plein, des top 5 t'en as, et des podiums t'en as aussi. Tu sais que là tu vas te cramer sur la longue et tu vas peut-être anéantir tes chances de gagner une deuxième étape. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il a envie de le faire maintenant qu'il a déjà une étape? Est-ce qu'il n'a pas envie de tenter de faire un dernier run pour le classement général? Je pense qu'il va y réfléchir ce soir en tout cas. Ouais, après, faut pas oublier qu'il sort du Giro. Hein. Donc pour le classement général du Tour, on sait que c'est toujours compliqué. Et il a révélé, il y en a qui disent dans le chat qui en parlent, c'est vrai qu'il a expliqué qu'avec son fils, il avait une sorte d'objectif secret qui était le maillot à pois. Donc il l'a révélé au grand jour parce qu'il dit finalement, voilà, je pensais maillot à pois et j'ai eu le gros lot avec le maillot jaune. Mais ce sera peut-être son objectif de la suite du Tour de France. On sait que c'est un maillot qu'il a déjà gagné. C'était en 2019, je crois. 2019, mais sans victoire d'étape, donc c'est toujours Voilà, un peu. un maillot à pois un peu bizarre qu'il était allé Ouais. chercher sur finalement juste une ou deux étapes en prenant des gros points. C'était un maillot à pois qui s'était joué avec assez peu de points au final. Et voilà, c'était pas un hold-up, mais on n'avait pas eu un Romain Bardet offensif toute la durée du tour. Mais il s'en était sorti avec ce maillot à pois. Bon, bah, peut-être que l'objectif d'aller en chercher un deuxième va le titiller dans les prochaines semaines, surtout si par exemple demain il perd le maillot et puis qu'il perd du temps à valoir. Derrière, la route sera dégagée pour cet objectif-là. On a dit ce qu'il fallait, je pense, sur l'étape du jour, Polo. En tout cas, sur la victoire de Bardet et puis sur le peloton derrière. On va passer à la deuxième partie que vous voyez à l'image, les perdants du jour. Donc là, je pense que comme c'est très bien fait dans cette émission, le petit jaune va passer sur les perdants du jour. Ça va être très bon. Je suis dessus, mais vu que je fais ça un peu à l'arrache, ça prend un peu de temps. Et regarde ça. Hop là, voilà. Là, j'ai un petit délai, je pense, sur le live, donc je le vois pas encore, mais je sens que ça va arriver vraiment dans quelques secondes. On est professionnel ici. Les perdants du jour, bon, il y en a un paquet. Alors, il y a deux catégories quand même. Il y a des mecs qui nous ont potentiellement déçus, mais ensuite ils ont lâché du temps parce que c'était pas dramatique. Par exemple, Mark Cavendish, première bosse de la journée, bam, coup de bambou, les 35 degrés là, ils ont fait mal. À 39 ans, je pense que tu supportes un poil moins la chaleur. Mark Cavendish qui vient pour sa 35e victoire sur le Tour de France. Tout de suite lâché. Moi, au début, je t'avoue que j'ai eu peur pour les délais. Finalement, tout va bien, mais bon, il a quand même fallu dépêcher 4 coéquipiers pour l'aider tout le long de l'étape. Il y en a un en plus, en plus des 4 qui l'ont aidé, il y en a un qui finit pas l'étape, tout simplement. C'est notre cher. Je ne l'ai pas là, il n'est pas écrit. Où est-ce qu'il est Gazzoli, non? Voilà, exactement. Ouais. Mais donc, Marc Cavendish est arrivé à 39 minutes de Romain Bardet avec ses coéquipiers et avec Fabio Jacobsen qui lui aussi a passé une journée bien pourrie. Devant ça, on avait un peloton à une demi-heure avec d'autres sprinteurs, on va dire, on leur en veut pas. Et on a David Gaudu qui a perdu 29 minutes aujourd'hui. Donc, on va évoquer d'autres noms après, mais c'est forcément la grosse surprise. Alors, on savait que David Gaudu n'arrivait pas dans une bonne forme sur ce Tour de France. On a vu le Dauphiné, puis on a vu toute sa saison même, on va pas se mentir. On y croyait pas vraiment pour une très très belle place au général. Quand il était question top 10, top 5, on mettait pas David Gaudu. Tous les deux, on n'avait pas mis David Gaudu dans notre top 10. Mais on pensait quand même qu'il allait jouer le classement général, du moins au début. Là, tu prends une demi-heure tout de suite. Ça veut dire quoi, Polo? Ça veut dire le classement général, c'est déjà fini? Robin, c'est marrant de te voir en présentateur parce que cette question, bien sûr Oui, que c'est fini. bien sûr que c'est fini, mais c'était fini même avant de commencer. On avait un espoir de fou. Moi, ce matin, je pensais vraiment qu'il allait le jouer. Un espoir de fou, comme dirait Gandalf. Mais non. C'est Godu, on le connaît, on sait comment il fonctionne, on sait qu'il va monter en puissance dans ce Tour de France, mais là, on part de très très loin. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on part de très très loin, mais l'avantage, c'est qu'au moins, il n'y a plus de questions à se poser sur une éventuelle lutte au classement général. Il va pouvoir aborder demain, après-demain, de manière plus posée. On va moins parler de lui, on va moins le faire chier. Et derrière, ben voilà, on a un terrain de jeu, je vous le rappelle, 47 000 mètres de dénivelé positif, 48 000 mètres de dénivelé positif. Moins 3 000 aujourd'hui, quoi. Moins 3 000. Donc, allez, il reste 45 000 mètres de dénivelé positif, 6 étapes de montagne. Tu as quand même un terreau parfaitement fertile pour performer s'il arrive à progresser, à se refaire la cerise. Mais par contre, là, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais on part de très très loin. Moi, j'espère juste que sa forme va aller crescendo sur le Tour de France, parce que on rappelle que c'est le leader de cette équipe, que ça signifie quand même quelque chose, que c'est une équipe française, l'équipe française la plus médiatisée, on va dire, la plus suivie. Tu passes derrière, tu es sur de l'après Pinot, on attend beaucoup de la suite.
c'est vilain. En tout cas, pour une première image, et je vais vous partager là le petit tweet qu'a mis le Beau Vélo tout à l'heure. C'est pas très beau ce qu'a fait la Groupama FDJ pour cette première étape, même si elle a été très active en début de course. On a Madouas qui a été devant, faut on, rappeler. on enlève Valentin Madouas qui fait une étape très très honnête. Donc bravo à lui. Mais derrière c'est pas fifou quoi. C'est pas fifou du tout. Bah, c'est même pas bon. Mais après, quand tu viens dans l'objectif des victoires d'étape, alors je mets Gaudu à part. Moi, ça me dérange pas de voir Romain Grégoire à 18 minutes, de voir Lenny Martinez à 29 minutes, parce que eux sont très clairement dans l'objectif. On gagne des étapes. Et les jours où tu peux pas gagner, j'en ai rien à faire que tu finisses dans le peloton ou que tu finisses à 3-4 minutes. Autant lâcher complètement, te reposer, si tant est que ce soit possible, parce qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés dans cette étape. Et il faut rappeler qu'il a fait très très chaud, donc c'est dur pour les organismes. Certains se sont entraînés particulièrement pour ça. C'était le cas, par exemple, de Romain Bardet qui a expliqué qu'il s'est entraîné pour résister à la chaleur. Bon, David Gaudu, il était un peu dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'il a eu le Covid il y a quelques jours, il a dû déclarer forfait pour les championnats de France et il n'arrivait pas physiquement dans le meilleur état, au-delà même de sa prépa et des courses qu'il a faites en 2024. Mais donc moi, tous les autres, ça me dérange pas qu'ils soient très loin sur l'étape d'aujourd'hui. Le seul où c'est emmerdant, c'est Gaudu parce que il jouait général. Mais bon, je suis d'accord avec toi, là, ça le met. En fait, il passe dans la même catégorie que Grégoire et que Martinez, notamment, qui sont les plus attendus. Et avec Madouas, on va dire, ces quatre-là qui sont ceux qui doivent permettre à la Groupama FDJ d'aller chercher une étape. Comme tu dis, ça va lui enlever de la pression à David Gaudu, mais je pense quand même qu'il va y avoir une déception à digérer parce que même si lui était au courant qu'il allait sans doute pas faire quatrième comme en 2022, il venait quand même et il le disait avec l'idée de faire un classement général et d'être le plus haut possible et peut-être de réussir à combiner jouer le général et les étapes, c'est-à-dire être entre la 10 et 15e place et puis au jeu des échappées en dernière semaine pouvoir faire un petit doublé étape plus top 10, voilà. Là le top 10 à mon avis tu l'oublies et donc il va y avoir je pense pendant quelques jours un petit peu la déception, surtout quand ça arrive dès la première étape. Il y a d'autres noms, Polo, qui ont été un peu décevants. Kevin Vauquelin, notamment, pour rester chez les Français. Lui, on avait plus de réserves, un peu comme David Gaudu en vérité. Il arrive sur le tour, il n'était pas en forme. Il a une saison compliquée, même il était un peu là au Pays Basque quand même, mais bon, il fait une place au général qui est un petit peu tronquée par la multitude d'abandons qu'il y avait eu, notamment Vingegaard et Evenepoel Roglic. Et là, c'est pareil, il prend 29 minutes, il est dans le groupe de Gaudu. Donc pour Vauquelin, s'il y avait un petit espoir qu'il fasse le général, c'est pareil, finito. Ouais, moi, Kevin Vauquelin, alors tu dis qu'il n'était pas en forme. Moi, j'étais quand même rassuré, notamment par ses championnats de France, où il est quand même costaud sur le chrono, et avec les meilleurs des autres, on va dire, sur la course en ligne. Après, Kevin Vauquelin, ça reste pour moi une énigme, notamment sur le profil de ce coureur. On parle d'un potentiel vainqueur de course par étape parce qu'il a des qualités de rouleur, que c'est un pas si mauvais grimpeur pour l'instant. J'attends de voir là où il excelle vraiment le plus. Je l'ai vu faire de très bonnes courses d'un jour sur des profils plutôt punchy. J'attends de voir la suite pour l'instant la confirmation est complexe pour le Français. Après, de là être surpris de voir où il finit aujourd'hui, non, pas spécialement. Je l'attendais peut-être un peu mieux, mais de toute manière, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette configuration de course-là Voilà, aujourd'hui, il fallait être très en forme pour espérer, dans son profil à lui, pouvoir espérer quelque chose. Enfin, j'ai dit 2 fois espérer, c'est pas très beau. Et les jambes n'étaient pas là. Je pense que le fantasme du classement général, pour lui, je pense que moi, j'y croyais pas une seule seconde, mais peut-être que des gens s'imaginaient vouloir lui faire une placette, une petite place dans le top 20, dans le top 15. Moi, je pense qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. Il faut aller chercher une belle étape. Pareil, il avait perdu du temps. Il s'offre automatiquement des bons de sortie pour la suite de ce Tour de France. Et puis, pareil, à l'image des Groupama FDJ, parce que je peux mettre Romain Grégoire dans le même sac, même génération, un peu même profil, même si Vauquelin a d'autres qualités, que j'attendais un peu mieux aujourd'hui. Mais il reste 18 étapes en ligne sur ce Tour de France. Il y aura des occasions. Ouais, comme dit, il y a Titaï qui dit dans le chat, pour jouer les étapes, il faut quand même des jambes. Et c'est vrai que moi, c'est un peu le truc qui m'inquiète pour Gaudu et Vauquelin, c'est que
Aujourd'hui, ça montre quand même que tu es vachement en galère. Et je veux bien que tu fasses une croix sur le général et que tu joues les étapes, mais pour jouer les étapes en montagne, il va falloir être très costaud quand même. Et pour l'instant, c'est vraiment inquiétant. On verra. J'espère vraiment que ces deux-là vont réussir à se remettre un petit peu à l'endroit. Il y a d'autres coureurs qui ont été largués, dont on avait parlé ce matin dans la preview. Je sors un peu des Français, des équipes françaises. Michael Matthews, Mathieu Van Der Poel. Bon, on avait dit que c'était sans doute trop dur pour eux, même si moi, Michael Matthews, je me disais que ça pouvait peut-être le faire. Je pense qu'on avait un peu sous-estimé aussi la difficulté de cette étape. Et puis le team UAE a fait mal à un moment là sur la première difficulté du triptyque là de l'arrivée. Elle a éliminé tous les sprinters, même si certains ont pu revenir derrière un peu. Ils ont lâché trop de lest, ils ont perdu trop d'équipiers. On en a parlé en début d'étape. Et en fait, derrière, pour eux, c'était terminé. C'est ça. Et on aurait pu avoir une étape où Matthews, Van Der Poel passe avec les meilleurs, mais il aurait fallu que ça roule à un rythme bien plus faible. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et le team UAE, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu de suite. Et c'est justement au moment où le team UAE arrête de rouler que Romain Bardet attaque. Encore une preuve d'une intelligence de course extraordinaire du Français. Donc voilà, c'était un peu surprenant le comportement des coéquipiers de Pogacar. Pour tester un peu peut-être. Ouais, pour voir un peu. Pour le coup, ils ont éliminé du monde et des petites surprises. Je pense que ils ont vu où en était un David Gaudu, par exemple. Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire, ça? Je me suis posé la question. Est-ce que Pogacar se dit ouais, c'est cool, on a éliminé un mec ce soir, ou est-ce que c'est pas son dossier, quoi? Je pense qu'ils ont bien fait dans le sens où si Vingegaard est dans un mauvais jour, tu peux vite le savoir tout de suite, tu vois. Par exemple, à un moment, j'ai vu un Juan Ayuso très loin dans le peloton. Je ne sais pas si tu te souviens de ce plan. Ça donne des indications. Alors là, Ayuso, on rappelle, il a chuté au Dauphiné et il a sans doute pas pu s'entraîner pendant quelques jours. Et c'est un de ceux chez UAE, le seul même, où il y avait une petite interrogation suite à cette chute. Ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, c'était, je pense, plus pour avoir des indications. Ils en ont pas eu beaucoup, voire pas du tout. Mais à mon avis, ça augure des choses un peu plus hardcore pour demain. Justement, demain, on va en parler, Polo. Qu'est-ce que tu es fort en transition? On dirait que tu connais le conducteur. C'est un métier. C'est la preview de l'étape numéro 2 de Cesenatico à Bologne. Je me suis emballé sur le Cesenatico. 2-0 pour la Suisse. 2-0 pour la Suisse. Oh, c'est bon pour nous, ça, Robin. Avec Robin, on avait parlé dans mon petit prono. Ouais, j'ai mis 2-1 pour la Suisse dans mon petit prono. Est-ce que tu as mis 2-1 pour la Suisse suite à mes conseils ce matin? Non, je crois qu'on. Ouais. J'avais prévu de mettre. Est-ce que je peux prendre un peu de crédit pour ça ou pas? J'avais prévu de mettre la Suisse, mais tu m'as convaincu. Donc, je suis content d'avoir mis la Suisse pour l'instant. Mais la Suisse, quand on voit son match, notamment face à l'Allemagne, je peux dire que l'Italie est très loin d'avoir déployé ce niveau de jeu. Donc, c'est pas non plus une immense surprise de les voir dominer les Italiens. Exactement. Vous êtes surpris, de passage Tour de France à l'Euro, comme ça, on se balade ici. L'étape de demain, donc, je ne sais pas si tu peux nous afficher le profil pour je t'affiche ça tout de suite, tu peux commencer. Donc, deuxième étape italienne, il y en aura 3. De nouveau, hommage évidemment à Marco Pantani. Après l'arrivée à Rimini, le départ à Cesenatico. De nouveau sur la côte, au niveau de la mer. Avec une étape différente de celle d'aujourd'hui, mais encore difficile à lire. Alors, Polo, tu vas peut-être me contredire. Peut-être que tu vas me dire que c'est très facile à lire parce qu'il y a une bonif au sommet de la dernière côte, la côte de San Luca, tu en as parlé. 2 km à 10% de moyenne. Donc là, c'est très costaud. Il n'y a pas beaucoup de sprinteurs qui peuvent espérer passer. En plus, j'arrive pas bien à lire là parce que c'est écrit en petit, mais il y a combien de kilomètres entre le sommet de la côte et l'arrivée? On va dire que le sommet de la côte, après ça remonte, c'est un peu plat, ça remonte, il y a un petit coup de cul. C'est annoncé à 186,6 km et il y a 199,2 km. Donc tu as 12-13 km dont à vue de nez. La moitié en descente. Ouais, c'est ça. Donc, Naka Gold note qu'il y a moitié moins de dénivelé qu'aujourd'hui. Donc, ça va faire moins de dégâts. Et Titai écrit, je suis assez d'accord avec ça, comme beaucoup d'étapes cette année, ça va dépendre de la volonté de Tadej Pogacar. Pour moi, c'est ça. Mais tu mets une bonif au sommet de la côte. À mon avis, tu titilles un petit peu Pogacar. Tu tends une grosse perche pour qu'il attaque, non? Moi, c'est ma théorie. Aujourd'hui, on pouvait se poser la question. Pour moi, le terreau, alors ça, c'est mon expression aujourd'hui. Le terreau n'était pas assez fertile aujourd'hui pour une attaque de Pogacar, même s'ils sont un peu montrés les coureurs du team UAE. Demain, pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a cette dernière difficulté qui est très connue et
qui, de par sa difficulté naturelle, sans même parler du scénario de course, va faire des différences. 1,9 km à 10,6%. Si vous regardez le Tour d'Émilie, vous voyez les différences que ça fait à chaque passage. Donc ça, pas la peine de trop prendre de risques là-dessus. Si tu veux lancer d'un peu plus loin, pareil, bah tu la passes déjà une fois, cette côte de San Luca, et tu as des petites difficultés pour te chauffer un peu, pour faire déjà peut-être une première sélection. Et puis, tu pars de cette bonif, tu pars d'une potentielle première victoire d'étape, et tu parles de potentiellement taper déjà du point sur la table sur ce Tour de Et France. prendre le maillot, potentiellement. Et potentiellement prendre le maillot. Mais ça, je suis pas sûr qu'ils y pensent. Si ça arrive, je pense qu'ils peuvent le gérer. Si ça arrive pas, je pense qu'il sera bien content de ne pas l'avoir aussi. S'il y a bagarre, ça risque d'arriver, quoi. Si Tadej Pogacar décide d'attaquer dans la côte de San Luca, moi j'imagine mal, malheureusement, Romain Bardet concéder moins de 15 secondes, bonif comprise, parce que Tadej Pogacar, s'il attaque et admettons qu'il gagne et qu'il prenne 10 secondes de bonif, bon bah Bardet, en gros, faut qu'il soit dans le même temps, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai dit que pour moi, Romain Bardet perdait son maillot de main sans trop d'hésitation. Par contre, le scénario, alors Pogacar, je pense que va attaquer, ça va bouger. Par contre, je ne pense pas qu'il y arrivera à s'esseler. Pour moi, la côte n'est pas assez longue pour faire les différences. Il a à côté de lui des coureurs qui la connaissent bien, qui sont friands de ce genre d'exercice. Je pense automatiquement à Jonas Vingegaard qui, lui, n'a pas de défaut. S'il est à 100%, encore une fois. Ce sera un premier test aussi pour voir si le coureur de la Visma Leaseback est à 100%. Mais derrière, tu as des Roglic, tu as des Evenepoel qui sont friands, comme je disais, de ce genre de difficultés. Je ne pense pas. J'imagine plus un scénario, tu vois, autant l'année dernière, l'étape d'aujourd'hui, j'imaginais un scénario un peu comme l'étape 2 de l'année dernière et la victoire de Victor Lafay. Autant sur cette étape 2 de cette année, j'imagine plutôt un scénario qui ressemble à l'étape 1 de l'année dernière, avec cette attaque de Pogacar, un ou deux de ses coéquipiers qui arrivent à suivre, Vingegaard, et là, pareil, tu rajouteras peut-être 2 ou 3 outsiders derrière, un petit groupe de 6 qui va plonger vers Bologne. Est-ce qu'il y en a un qui pourra s'échapper pour anticiper le sprint? Voilà, c'est comme ça que j'imagine la course demain. C'est le scénario le plus probable pour moi. Dis-moi si tu es d'accord avec ça, toi, Robin. En fait, j'étais en train de penser à ça. J'étais en train de penser aux premières étapes de l'année dernière au Pays Basque. Alors, il y a Fédé dans le chat qui demande les bonifs, c'est combien? Est-ce que c'est 8, 5, 2? Il me semble que oui. Mais j'ai pas vérifié. Donc, si dans le chat, il y a quelqu'un qui peut confirmer. C'est pas 6, 4, 2? Non, 8, 5, 2, tu dirais? Je sais pas, je sais plus. Ils vont nous dire. Il y a forcément des gens dans le chat qui sont au courant. Donc, si vous pouvez nous aider, les gars, ce serait avec plaisir. Ouais, en fait, moi, j'imagine Pogacar attaquer. Mais je me rappelle de la première étape l'année dernière où il attaque, il se retrouve avec Vingegaard et derrière, Vingegaard ne veut pas rouler sous prétexte qu'il y a notamment Van Aert derrière. Et donc, ça, en fait, ça met ça met un coup d'arrêt à ce qui aurait pu être un coup qui part à deux, quoi. Et je sais plus s'il y a Yates dans ce coup-là ce jour-là, mais ouais, je pense que ça dépend aussi des autres, c'est-à-dire est-ce que ceux qui vont suivre Pogacar dans la théorie où Pogacar attaque, 10-6-4 la bonif les gars, dans le scénario où Pogacar attaque, est-ce que les mecs qui suivent potentiellement vont vouloir rouler avec lui? Parce que s'ils veulent pas rouler, il va pas les emmener lui tout seul jusqu'au bout, quoi. Il va pas, enfin, on le sait, quoi, il va pas rouler, faire cadeau aux autres de la victoire d'étape et les aider. Donc ça dépendra un peu aussi des autres. En fait, ça dépend autant de Pogacar que de ceux qui peuvent l'accompagner. C'est ça, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on suit le scénario que j'imagine, et je pense qu'on est plutôt d'accord sur au moins une attaque de Pogacar, derrière, si tu bascules à 4, 5, 6 coureurs, c'est là que tu élimines tout le reste du peloton, dont d'autres outsiders pour le podium, pour la victoire ou pour le top 10, pour certains qui visent un top 10. Donc, il y aura des arrangements entre ceux qui veulent la victoire d'étape, ceux qui veulent déjà distancer des coureurs qui auraient eu du mal à passer la côte de San Luca. Et forcément, je ne suis pas sûr que ça s'entende comme Bardet s'est entendu avec Van den Broek aujourd'hui, mais je pense qu'on peut quand même trouver des terrains d'entente. Et puis, si on n'a pas, il y en a un qui fera une Adam Yates, et puis il y en a un qui finira solo ou dans un petit groupe à deux, où là, pour le coup, ça s'entendra mieux et on aura un scénario qui ressemble vraiment, comme je le disais, au scénario de l'étape 1 de l'an passé, mais qui pour moi reste le scénario le plus plausible quand je vois le parcours, quand je vois cette bonif et quand je vois la distance qui reste par rapport au sommet et la difficulté de cette difficulté justement. Donc moi j'imagine un scénario comme ça. Ouais, allez, moi ça me va, je dis victoire de Yates.
Victoire d'Adam Yates sur le côté, ils partent à 3-4. Vingegaard ne veut suivre que Pogacar. Pogacar laisse son coéquipier partir. Et comme ça, tout le monde en plus chez UAE est content. Et les bonifs, c'est bien 8-5-2 au sommet de San Luca et 10-6-4 à l'arrivée. Voilà. Très bien, comme ça c'est clair. Et il y a quelqu'un qui demandait est-ce que Van Der Poel peut tenir demain? À mon avis, pas du tout. Sur le même principe de ce qu'on a vu l'année dernière, dans des bosses comme ça, si ça attaque Pogacar, Vingegaard, pardon. À mon avis, Van Der Poel, il est plus là. Voilà. C'est un chou long pour Van Der Poel. On sait que sur des efforts de 600, 700 mètres, 800 mètres, à la limite, il peut tenir ce genre de pourcentage. Mais là, sur 1,9 km, avec une Team UE qui va sûrement visser très fort, ça va être très dur pour Mathieu Van Der Poel. Je vous ai mis le profil là, que vous vous rendiez compte un peu de ce que c'est un peu la côte de San Luca. Ouais, moi je suis d'accord avec Robin. Pour moi, ça reste encore un chou dur pour Van Der Poel, même si on l'a vu affûté, très affûté même, plus mec que d'habitude. Est-ce que c'est pour justement essayer de mieux passer ce genre de petite côte? Je suis pas sûr. Je pense que Mathieu Van Der Poel a d'autres dessins de toute façon pour ce mois de juillet et ce début de mois d'août, si vous voyez de ce que je veux dire. Donc on verra comment il se comporte. Mais le fait de le voir un peu à la ramasse aujourd'hui, c'est pas rassurant sur sa volonté, en tout cas, d'essayer de passer les bosses et essayer de figurer dans ce genre d'étape. Oui, autant Van Aert s'est bagarré aujourd'hui pour essayer de passer et jouer la victoire d'étape, autant Van Der Poel, il n'était pas dans le coup. Alors, entre savoir ce qu'étaient ses jambes et ce qu'était sa volonté, c'est pas facile, mais ouais, je pense que demain, on peut oublier Mathieu Van Der Poel. Par contre, on peut, vu la forme de Van Aert aujourd'hui, qui avait l'air quand même plutôt mieux que les autres dans ce type de profil, pourquoi pas l'imaginer pas très loin des meilleurs au sommet. Mais bon, le problème de pas très loin, c'est que t'es pas avec les meilleurs. Ce sera un peu le problème pour le Belge demain. Après, Vingegaard peut nous refaire le coup de je roule pas avec vous parce que j'ai Van Aert à 20 secondes. Je l'attends pour qu'il vous fasse la nique. Ouais, c'est exactement ça. On pourra retrouver des scénarios qu'on connaît trop. Mais attention à pas trop jouer avec les scénarios du côté Visma Leaseback, ça leur réussit pas trop. Eux, les grands stratèges et leurs grands bus tactiques, technico-tactiques. T'as vu ça? Ouais, bah ça les a pas aidés à être malins aujourd'hui, pour ma part en tout cas. Même si, comme tu l'as bien Pour moi, aujourd'hui, expliqué. il y avait plus de main-d'œuvre. Oui. Je leur en veux pas pour aujourd'hui. On verra Voilà, demain. on va dire qu'on leur en veut pas pour aujourd'hui, mais que demain est un autre jour. Exactement. Pour aujourd'hui, ça passe. Exactement. Bon, Polo, on a fait le tour. Tout à fait. Les amis, merci de nous avoir suivis. J'ai les lives ouverts sur Twitch et sur YouTube. Je vous rappelle qu'on est sur les deux plateformes en même temps. Vous étiez plus de 700 à nous suivre pour cette première étape, donc c'est super cool. Alors évidemment, vous avez été enthousiasmés, j'imagine, comme nous, par la victoire de Romain Bardet et ce maillot jaune. On se retrouve donc demain à 10h chez Winamax sur YouTube, sur la Winamax TV. On débriefera encore un petit peu l'étape d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura eu d'autres déclats qui seront tombés dans la soirée et puis on discutera. Il y aura Joseph. Voilà, exactement. On discutera de tout ça avec Joseph. Et puis on fera une preview un petit peu plus longue sur l'étape 2. On ira voir un petit peu les cotes, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Des petits coups à jouer peut-être sur les cotes podium, etc. Comment? Il y en aura. Bah déjà aujourd'hui, tu as été bon, Polo. On avait la petite cote Van Aert podium qui était boostée. On s'est fait quelques petits sous. Donc, on parlera de tout ça demain. Demain matin, donc 10h chez Winamax. Et on se retrouvera à 19h sur la même plateforme qu'actuellement, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, pour débriefer l'étape 2. Normalement, je serai sans Polo et sans Joseph, mais il y aura quelqu'un avec moi, vous inquiétez pas. Bel invité. On est en train de régler tout ça. Et puis surtout, on aura normalement une belle étape à débriefer. Si vous n'êtes pas dispo aux horaires où on est en live, ne vous inquiétez pas, c'est dispo à chaque fois en VOD sur YouTube, que ce soit les émissions Winamax du matin ou celles du soir roue libre. Et c'est dispo aussi en podcast, pareil, que ce soit celle du matin ou du soir. Donc vous n'avez pas d'excuses pour pas nous écouter et pour pas nous regarder. Je te souhaite une bonne soirée, mon Polo. On va aller regarder un peu de foot. Merci mon frérot, on va regarder un peu de foot. Moi j'ai resto avec Joseph ce soir pour mon anniversaire notamment. C'est beau. C'est pour ça que Jeff n'était pas là parce qu'il prépare mon anniversaire et toute cette organisation hyper pointilleuse. Non, je rigole. C'est un resto surprise qu'on a avec nos potes, donc je pense qu'on aura un œil sur le. J'espère qu'il regarde pas l'émission, quoi. Non, mais Joseph c'est pas impossible qu'il regarde l'émission actuellement. Mais bon, écoute, on lui demandera. Celui à qui est censé être la surprise? Hein? Celui qui est non, la surprise, peut-être qu'elle regarde l'émission, mais ça je sais pas, mais je pensais qu'on parlait d'autre chose. Donc, d'accord, mais est-ce que tu as spoilé la surprise au mec dont c'est l'anniversaire, quoi? Ah non, non, je comprends pas ta question. C'est l'anniversaire de qui?
Bah, le mien. Ah! Mais donc Non, mais c'est pas aujourd'hui, c'était la semaine dernière. mais c'est Mais, l'année. Mais pourquoi tu dis que c'est un resto surprise? Ah, c'est un resto surprise. Je sais pas où c'est, j'ai juste l'adresse, je Ah, sais pas ce qu'on mange, c'est d'accord. pour ça. J'avais pas compris Ah que c'était ouais, pour toi. ah Je croyais ouais. qu'il y avait un mec vous lui faisiez une surprise. Et je dis attends, s'il regarde l'émission là, il aura pas la surprise, hein. Ouais, mais parmi mes potes, il y a vraiment que Joseph et moi qui aiment le vélo, donc il y avait même pas de risque à ce niveau-là. Ok, Donc ok, bon. franchement, tout est bien qui finit bien, pas de problème. Ok, ça dit un peu petit McDo pour fêter ça. Je pense que vous allez pas au McDo. Je pense pas, écoute. Ça aurait pas été déplaisant, mais je pense pas que ce soit ça le problème. Bon, Apollo, profite bien. Demain, tu seras en plus en festival, donc profite encore plus. Ouais. Et puis, bah, nous, on se retrouve. Si vous voulez voir Polo demain matin, si vous voulez pas le voir demain soir. Bonne soirée à tous. Et puis, on profitera bien de l'étape de demain avec un Romain Bardet en jaune. On a attendu ça pendant 10 ans. Demain, c'est le jour où il faut profiter et on débriefera tout ça. Allez, ciao, ciao les rouleurs et à très vite. Bisous!